Voilà, bonjour à tous pour cette lecture un peu différente parce que elle va être filmée et diffusée sur les réseaux de la Bibliothèque L'Escale de Saint-Jouin de Bonneval. Merci beaucoup et tout ça. Et donc soyez les bienvenus parce que nous sommes vraiment un tout petit nombre réduit, mais c'est tant mieux, ça reste une lecture publique et vivante. Voilà. Donc, nous allons vous lire Bérésina de Sylvain Tesson. C'est paru aux éditions Guérin. Voilà. Sachez que ce livre, ce carnet de voyage, est paru en 2015. Donc c'est plutôt une lecture récente. À ma mère, Marie-Claude Tesson-Millet. Bérésina, nom féminin, rivière de Biélorussie, fut le théâtre de l'une des batailles opposant Napoléon aux troupes du tsar en 1812 lors de la fameuse retraite de Russie. Familièrement, c'est la Bérésina, expression désignant une situation cataclysmique. Voilà, je profite de l'image pour montrer un petit peu la carte de leur voyage. À savoir, ils sont partis de Moscou, ils ont traversé donc une partie de la Russie, ils ont traversé la Biélorussie, ils ont passé un tout petit peu dans la Lituanie, ils ont traversé la Pologne, l'Allemagne, ils ont longé la Belgique pour ensuite aller jusqu'aux Invalides. Napoléon et son armée étaient allés jusqu'aux Invalides. Juillet, terre de Baffin, 6 mois avant le départ. Il faut savoir que, ça c'est pas écrit dans le livre, il faut savoir que Sylvain Tesson fera cette aventure avec 2 de ses amis, Cédric Gras et Thomas Gouasque. Voilà. Et il se trouve que Sylvain Tesson et son ami Cédric Gras sont sur un bateau. Voilà. Maintenant, Sylvain Tesson. Cédric Gras suivait, soulevé par cette vertu, l'indifférence. Moi, je redoutais de redescendre. À bord du bateau, l'atmosphère n'était pas gaie. Dans le carré, chacun lapait sa soupe en silence. Le capitaine nous parlait comme à des chiens et nous prenait le soir pour son auditoire. Il fallait subir ses hauts faits, l'entendre dérouler ses vues sur cette science dont il s'était fait le spécialiste, le naufrage. Il y a comme cela des Napoléons du minuscule. En général, ils finissent sur les bateaux, le seul endroit où ils peuvent régner sur des empires. Le sien mesurait 18 mètres. Un soir, avec Gras, nous nous retrouvâmes sur le pont avant. Des baleines soupiraient à la proue du bateau, nageaient mollement, roulaient sur le côté. La vie des gros. Il faut renouer avec un vrai voyage, mon vieux. J'en ai marre de cette croisière de Mormons, dis-je. Un vrai voyage, c'est quoi, dit-il. Une folie qui nous obsède, dis-je, nous emporte dans le mythe, une dérive, un délire, quoi. Traversée d'histoire, de géographie, irriguée de vodka, une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelant le soir en larmes sur le bord d'un fossé, dans la fièvre. Ah, fit-il. Oui, cette année, en décembre, toi et moi,
nous devons aller au Salon du Livre de Moscou. Pourquoi ne pas revenir à Paris en 7 cars, à bord d'une belle Oural de fabrication russe? Toi, tu seras au chaud dans le panier, tu pourras lire toute la journée, moi, je piloterai. On part de la place Rouge, on enquille plein ouest vers Smolensk, Minsk et Varsovie, et tu sais quoi? Non, dit-il, cette année, ce sont les 200 ans de la retraite de Russie, dis-je. Pas possible. Pourquoi ne pas faire offrande de ces 4000 kilomètres aux soldats de Napoléon, à leurs fantômes, à leurs sacrifices? En France, tout le monde se fout des grognards. Ils sont tous occupés avec le calendrier Maya. Ils parlent de la fin du monde, sans voir que le monde est déjà mort. Pas faux, dit Gras. C'est à nous de saluer la grande armée, dis-je. Il y a 2 siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou. Mais ça a été une effroyable boucherie, dit-il. Et après, ce sera un voyage de mémoire. On frôlera aussi quelques catastrophes, je te le promets. Alors d'accord. Mais pourquoi répéter la retraite exactement? À bâbord, une baleine expira une fleur de vapeur. Le nuage resta en suspens dans la clarté. Pourquoi? Pour le panache. Le panache. Quelques jours avant le départ, Moscou, novembre. Le bicorne que je portais était la réplique de celui du petit Corse. Ce chapeau cocardé avait coiffé une énigme plus qu'un homme. L'empereur était né sur une île de granit plantée de châtaigniers, sans savoir qu'il portait en lui une énergie monstrueuse. Comment devient-on ce que l'on est? C'était la question que le destin de Napoléon nous posait. Quels mystérieux enchaînements conduisirent l'obscur officier jusqu'au sacre de Notre-Dame de Paris en 1804? Quelles forces mantiques le propulsèrent au commandement d'un demi-million de guerriers redoutés par l'Europe entière? Quelle étoile le mena au triomphe? Quel génie lui inspira ces techniques de dieu grec, la foudre, l'audace, le kéros? Il avait persuadé ces hommes que rien ne résisterait à leur marche glorieuse. Il leur avait offert les pyramides en 1798, la Rhénanie en 1805, les portes de Madrid en 1808, les plaines de Hollande en 1810. Il avait mis à genoux l'Angleterre en 1802 à Amiens et contraint le tsar de toutes les Russies à ronronner gentiment à Tilsit en 1807. Il avait régenté l'administration, réformé l'État, bouleversé les vieux modèles de civilisation, bâti une légende aux accents macédoniens. Et soudain, le rêve allait s'écrouler à cause d'une marche à la mort dans les steppes de Russie. L'année 1812 fut un tourbillon d'ombre dont le premier chapitre allait se jouer sur les bords du Niémen et s'achever 3 ans plus tard entre les murs mangés de salpêtre de Sainte-Hélène. Le lendemain, à 8 heures, nous étions dans un garage derrière la gare de Yaroslav. Il faisait sombre, l'air puait le goudron froid. Moscou rugissait déjà comme une monstrueuse machine à laver les âmes. La boue poissait les rues, le ciel, le moral. Les automobilistes se ruaient vers les embouteillages.
Des congères flanquaient les trottoirs. Il y avait certainement des cadavres d'ivrognes sous la neige. Au printemps, ils réapparaîtraient. En Russie, on les appelait les perce-neiges. Ils annonçaient les beaux jours avec autant de fiabilité que les oiseaux migrateurs. Nous avions eu du mal à atteindre l'endroit. En allumant le plafonnier d'un box, nous le découvrîmes vert kaki, prêt à nous projeter dans un fossé biélorusse, notre sidecar. Pour désigner cet engin, l'expression motocyclette à panier adjacent est plus esthétique. Ces machines sont des fleurons de l'industrie soviétique. Elles promettent l'aventure. On ne sait jamais si elles démarreront, et une fois lancées, personne ne sait si elles s'arrêteront. Les soviétiques les construisirent dans les années 1930 sur le modèle des BMW de l'armée allemande. Dès lors, elles allaient couvrir le territoire de l'Union. La vision d'une Oural pilotée par Oleg Moujik à casquette, chargée d'enfants à l'arrière avec dans le panier une paysanne à fichu rouge, Tatiana ou Lena, et un bidon de lait accroché à la roue de secours, est un archétype jungien de la ruralité russe. Aujourd'hui encore, pas un village où l'on en trouve 3 ou 4 modèles rouillant dans les ombellifères. L'usine Oural continue à vomir ses machines à l'identique. Elle seule résiste à la modernité. Elles plafonnent à 80 km/h, elles vont dans les campagnes dépourvues d'électronique. N'importe qui peut les réparer avec une pince en métal. Elles sont d'un temps où l'homme n'était pas l'esclave de l'électronique, où la sidérurgie régnait dans sa simplicité. Pour les conduire, il faut de l'habitude, ne pas tourner trop vite à droite sous peine de soulever le panier, corriger en permanence le déport vers la gauche. Il faut aussi être doté d'une vie intérieure, car l'Oural est lente et la Russie sans fin. Après 20 ans, poussé par un mélange de fascination et de masochisme, j'achetais ces machines. En fait, j'aurais aimé mourir à bord. Gras, lui, ne savait pas piloter. Il ferait contrepoids. Nous lui offrions la place du mort dans un cercueil de zinc. En terre de Baffin, je lui avais menti en lui jurant qu'il pourrait lire au chaud. En vérité, les prévisions nous promettaient un retour affreux. Ça n'allait pas être le cauchemar de 1812, certes, mais ce serait plus sportif qu'un pique-nique en Toscane. Nous fixâmes notre drapeau à l'avant du panier. Sur le fond tricolore était inscrit en lettres d'or « Garde impériale, l'empereur des Français, au régiment de chevaux légers lanciers. Les gars, dis-je, rien n'arrêtera notre Oural, pas même ses freins. » Nous étions au début de décembre. Nous décidâmes de partir le lendemain, c'est-à-dire le 2 décembre, jour du sacre de l'empereur et d'Austerlitz. Puisque notre motocyclette devenait une navette sur la haute lisse du temps, puisque nous allions donner tête baissée dans le grand jeu de la mémoire et du mythe, autant multiplier les symboles, les correspondances. Nous avions le bicorne, nous avions la date, restait à trouver les fantômes. Ils attendaient sur le bord de la route. À 200 ans d'intervalle, nous avions 1 mois et demi de retard sur l'histoire. Le 19 octobre 1812, la Grande Armée quittait Moscou. Elle ne comptait plus que 100 000 hommes. Pour la première fois sous son bicorne noir, l'empereur doutait. L'armée s'apprêtait à escalader un des sommets de la souffrance et de l'horreur sur le long fil de l'histoire des hommes. 100 000 soldats donc, et derrière eux,
des milliers de civils, de chevaux et de fourgons. Vous y êtes, c'est clair? Vous êtes prêts? On met nos casques. Hein? Le premier jour de Moscou à Borodino. Napoléon n'aurait jamais dû s'approcher de la splendeur de Moscou. Il s'y brûla les yeux. Il y a comme cela des beautés interdites. En stratégie comme en amour, se précautionner de ce qui brille. Il était 5 heures du matin. L'appartement était silencieux. Nous buvions du thé noir en retardant le moment de sortir dans l'air glacé et, fiévreux d'insomnie, je disais à Gras que Napoléon n'était pas le plus coupable dans l'affaire de 1812, ce qui nous exonérait du remords de commémorer la campagne. Les Russes possèdent la passion de baptiser les rues de noms hors de proportion. Une artère sinistre, balafrant une cité industrielle plantée dans un marécage, s'appellera chaussée des enthousiastes. L'axe d'une bourgade abandonnée, boulevard des pionniers de la Révolution d'octobre. Un sentier entre 2 alignements de baraques en planches, avenue de l'Académie des sciences. Pour rentrer à Paris, quand on est à Moscou, il suffit de suivre le sens de l'ironie russe et de s'engouffrer dans l'avenue Koutouzov, du nom du général qui bouta le français hors de Russie. Koutouzov était gros, mais un génie quand même. Le 17 août 1812, Alexandre Ier remercia le commandant de ses armées et le remplaça par le feld-maréchal Koutouzov. Son idée était brillante. Il avait eu la prescience que la géographie pouvait constituer sa meilleure alliée. L'immensité viendrait à bout de la grande armée mieux que les forces guerrières dont il disposait. Le pays était une fondrière, la plaine une souricière. L'horizon apeurait les Français. Napoléon, attiré par les ors moscovites, désireux d'une bataille, cherchant l'affrontement conformément à sa stratégie, se laisserait piéger dans les oubliettes steppiques, dans l'effrayante monotonie de la forêt, sous le néant du ciel. Il suffisait de le laisser s'enfoncer. On se retirerait, on refuserait tout combat, on laisserait la cohorte s'effilocher en longs méandres d'hommes et de bêtes, harcelés par la vermine, accablés par les chaleurs, exaspérés par le recul de l'ennemi. Quiconque a marché quelques jours sous les futaies de ce pays sait le désespoir et l'angoisse qui étreignent l'âme au soir d'une journée où tout effort a semblé vain pour faire se rapprocher l'horizon. L'étendue russe est décourageante. Un sidecar Oural ne pèse pas lourd dans la circulation moscovite. Sur le goudron prévalent les lois de la sélection darwinienne. Les livres seraient nos guides sur la route. Ils nous diraient par où passer et où sonner la halte. Le soir, en les ouvrant, un autre voyage commencerait, non plus sur le goudron des nationales slaves, mais dans le souvenir des survivants de 1812, qui avaient pris la plume
pour conjurer le cauchemar. Vous êtes parés? Alors, dans mon esprit, Gouasque, avec son sens des réalités et son passé de soldat, incarnait une sorte de Bourgogne. N'avait-il pas été sergent lui-même sur les pentes du mont Igman pendant le conflit yougoslave? Gras, plus ombrageux, plus intérieur, pouvait faire un très bon Caulaincourt. Ne travaillait-il pas depuis 5 ans dans la diplomatie? Et toi, Tesson, tu serais qui? Napoléon, bien sûr, dis-je, sachant que ce genre de projet menait à l'asile. Donc, nous pétaradions sur l'avenue Koutouzov. Moscou, la grosse capitale de fer, d'acier, de larmes et d'étoiles, nous boutait hors d'elle-même par la porte de l'Ouest dont le nom est associé à tous les malheurs de la Grande Armée. Sur l'avenue, une bagnole nous frôla, la fenêtre s'ouvrit, un jeune Russe à nez pointu hurla « Fatigué de vivre, les gars, mais ta gueule, connard !» dis-je. Le pilotage n'élève pas la pensée. Les Russes ont pavé le cours de leur histoire de monuments glorieux et de statues irréfutables. Nous en croisâmes une de Koutouzov-le-Gros, une autre de Gagarine. Puis, ce fut un avion de la guerre en phase de décollage sur son piédestal. Puis, pointèrent les faubourgs et soudain, ce panneau apparut dont la vision confirmait que notre voyage n'appartenait plus uniquement au royaume des rêves, des abstractions aimables ou des projets d'ivrogne. Borodino, 90 km. Le sidecar tanguait affreusement. Gouasque, à l'arrière, pesait trop lourd. Gras, endormi dans la panière, ne contrebalançait pas l'effet du déport. J'avais l'impression de me trouver avec mes 2 amis sur un radeau non manœuvrable. L'un et l'autre étaient imperturbables. Depuis des années, ils voyageaient autour du monde dans les pires conditions sans proférer une plainte. Gras, 30 ans, avait conservé des comportements infantiles. Il buvait 3 litres de jus d'ananas par jour, nageait 2 heures à la piscine, se nourrissait de chocolat et ressemblait à un champion de hockey neurasthénique. Il vivait depuis 8 ans dans l'ancien empire soviétique. Il avait appris le russe à Omsk, séjourné 4 ans à Vladivostok. Il aimait le silence et avait trouvé la Sibérie à la mesure de sa mélancolie. Plus tard, il était devenu le directeur de l'Alliance française de Donetsk, dans le Donbass ukrainien. Ses amis russes le prenaient pour un des leurs. Ses étudiantes l'aimaient secrètement. Ses supérieurs hiérarchiques jalousaient son détachement. Les vieux barbons d'ambassade redoutaient un peu le jeune hussard ironique qui se coulait si bien dans la société du pays. Il travaillait à une thèse de géographie sur les confins des empires. Il aurait aimé ne jamais quitter les sommets des montagnes, la profondeur des forêts, cette géographie de la désolation qui seule convenait à sa tristesse. Il distillait son amour de la Russie dans 2 beaux livres que ses blondes élèves lisaient intégralement dans l'espoir de s'attirer un regard de leur professeur. Ses cheveux noirs et son teint mat ne lui valaient pas que les faveurs des filles slaves. Les flics
le contrôlait systématiquement, le prenant pour un Tchétchène. Un jour, au Pakistan, il s'était brisé la jambe sur une paroi et avait attendu les secours 24 heures, pendu à un piton à 5000 mètres d'altitude, sans ressentir trop d'inquiétude. Quand nous partions marcher dans la forêt, ou que nous nous lancions dans l'ascension d'un sommet, il mettait un point d'honneur à ne pas emporter assez d'équipement. Il prenait la prévoyance pour une vulgarité. Très vite, la situation devenait critique et Gras, alors, se sentant à son aise, redoublait d'énergie à sortir du mauvais pas. Le reste du temps, il s'ennuyait et s'en fichait pas mal. Gouasque, lui, offrait un archétype plus terrien. Il n'aurait pas déparé dans une tranchée du Soissonnais en 1914. Il était picard, attaché à sa terre comme un soulier à la glaise. Après avoir visité 100 pays, il continuait à tenir un labour de betteraves harassé de crachins comme le plus beau spectacle que la planète puisse offrir. Sa carrure de docker d'Anvers contrastait avec la finesse de ses mains. 2 yeux au bleu ardent, protégés par une arcade sourcilière néandertalienne, achevaient de lui conférer une allure paradoxale, comme si la nature avait refusé d'exprimer en lui toute gradation entre la brutalité et le raffinement. Depuis 25 ans, Gouasque photographiait le monde pour la presse française. Il avait le genre éclectique. Un jour, il accompagnait le ministre en Afghanistan. Un autre, il sautait avec des parachutistes russes au-dessus de la Volga. Puis, il embarquait 15 jours sur le Charles de Gaulle avant de partir pour un reportage sur les masseuses du delta du Mékong. Nous avions bivouaqué ensemble dans le désert de Gobi, dans la taïga sibérienne, au bord de la Caspienne, au Tibet et en Afghanistan, et devant le feu, il racontait son engagement sous le casque bleu de l'ONU, ses années de volontariat humanitaire dans la jungle cambodgienne, ses traversées océaniques à bord d'une jonque vietnamienne, ses voyages au Soudan, dans le Caucase. Il concluait, à mon grand dame, qu'aucun de ses souvenirs ne valait une matinée de printemps dans une ferme peuplée de cris d'enfants. En reportage, Gouasque n'avait qu'une obsession, la lumière. C'était sa passion, son obsession. Si le ciel avait été beau pendant la journée, il pouvait se coucher par terre dans le froid avec un os à ronger et un sourire de bienheureux. Mais si la lumière foirait, le plus luxueux des hôtels et la plus amicale compagnie ne pouvaient le distraire. C'est foutu! Reportage de merde! J'avais donc à mes côtés un dandy pessimiste et un monomaniaque du photon, la fine équipe. Nous étions trop peu couverts. Les moins 17 degrés me mordaient les rotules et des camions laitons surgissant plein pot à notre faible poupe nous frôlaient, maculant nos vestes de giclures de neige. Le doute s'immisçait en moi. Que foutais-je sur cette Oural en plein mois de décembre avec 2 zouaves embarqués, alors que ces engins du diable sont conçus pour convoyer de petites Ukrainiennes de 46 kilos par des après-midi d'été de Yalta-Plage à Simferopol. Autour de nous, la glace, les congères, les banlieues grises, les usines décrépites. Le paysage avait la gueule de bois. Même les arbres croissaient de guingois. Le ciel avait la teinte de la flanelle sale.
et cette bouée salée que barataient les roues des 33 tonnes nous mettait dans la bouche un goût de poisson pollué. Un casque de moto est une cellule de méditation. Les idées, emprisonnées, y circulent mieux qu'à l'air libre. L'idéal serait de fumer à l'intérieur. Hélas, l'exiguïté empêche de tirer sur un Havane lorsque l'on porte un casque intégral et le vent relatif en éteint le bout incandescent lorsque le casque est ouvert. Un casque sert également de caisse de résonance. Il est agréable de chanter à l'intérieur. On se croit dans un studio d'enregistrement. Je fredonnais l'exergue du voyage du bout de la nuit. Ces stances allaient devenir mon mantra pour les semaines à venir. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage sous le ciel où rien ne luit. Dans la station-service, la dame prit peur. Avec nos couches d'habits, nous avions l'air de cosmonautes. « Vous allez où ?» demanda un camionneur. « À Paris, dis-je. »« En Oural ?» dit le type. « Oui, dis-je. » Et il lança le mythique slogan de l'armée rouge avant de claquer la porte de son Volvo. « Reculez, jamais, là !» Comment sommes-nous arrivés à Vyazma? Comment nous sommes-nous retrouvés dans ce petit hôtel du centre-ville? Ce soir-là, il chiffrait moins 15 degrés. Les gars, c'est vraiment imbécile, dit Gouasque. Tous les trois, n'est-ce pas? On en a fait des choses, mais là, ces troutes, au milieu des camions, avec nous accrochés à ce petit panier, et Tesson qui n'y voit rien. C'est l'une des virées les plus dangereuses de ma vie. Et comme nous étions d'accord avec lui, comme nous avions tous les trois senti que le souffle de certains camions dans notre cou sifflait pareillement à la lame de la faucheuse, nous convînmes d'aller nous jeter un bol de bortsch chaud dans le premier café. Le troisième jour, de Vyazma à Smolensk. La chambre était un champ de bataille. Nos vêtements pendaient, accrochés au cordage tendu de la lampe à la porte, de la fenêtre au lit. La veille, nous avions bu 2 litres de vodka au lieu des 3 petits verres prévus, étions rentrés assez dissipés et avions entrepris une bagarre amicale vers minuit. J'avais tenu au moins 3 secondes face à la masse de Cédric, mais la charge avait suffi à crever l'armoire. On s'était relevé, on avait recommencé, on s'était bien amusé. Les rideaux pendaient, à demi arrachés, les meubles étaient renversés, la table retournée était ensevelie sous nos parquets trempés, les casques dégoûtaient dans la baignoire. Un Romanichel aurait été choqué. À l'aube, le temps s'était radouci, moins 8 degrés. Le ciel était bleu, le soleil, une boule joyeuse par-dessus la forêt. Les bulbes étaient des gouttes d'eau perlant dans l'espoir du matin. Le sidecar démarra au quart de tour. Et nous prîmes la route
de Dorogobouge, le cœur léger et une enclume dans la tête. Napoléon était arrivé à Vyazma le 31 octobre. Il y cantonna le 1er novembre et en repartit le 2 à midi. L'armée de plus de 100 000 soldats au départ de Moscou s'était déjà presque évaporée de moitié. Autour de nous, ce matin-là, les rideaux de bouleaux qui flanquaient la vieille route avaient des reflets bleus. Les baliveaux fouettaient un air mauve et des coulées jaunes pâles échappaient de là. Voilà. Excusez-moi, je pensais m'être trompé. Donc, je reprends la description du paysage russe. Autour de nous, ce matin-là, les rideaux de bouleaux qui flanquaient la vieille route avaient des reflets bleus. Les baliveaux fouettaient un air mauve et des coulées d'un jaune pâle échappées de la lumière froide striaient les congères des bas-côtés. Je pensais à Chagall et convoquais les ombres. À quoi pouvait ressembler cette colonne en déroute? À une armée de spectres, mais de spectres de haute couleur et de grande tenue. Au départ de Moscou, chacun, plus ou moins ravigoté par 5 semaines de stationnement dans la capitale, désirait rapporter dans la mère patrie le fruit de son pillage. Dans ses mémoires, le sergent Bourgogne fait l'inventaire de son butin avec l'innocence des victorieux. Il part, le sac alourdi d'un costume de femme chinoise en étoffe de soie, tissu d'or et d'argent, d'un morceau de la croix du grand Ivan, d'une capote de femme de couleur noisette doublée en velours vert, ainsi que de 2 tableaux, l'un représentait Neptune et l'autre le jugement de Paris, d'un jupon de femme, d'un grand collet doublé en peau d'hermine et d'un petit vase de Chine. Mais dès les premiers froids de la fin d'octobre et les chutes de neige de Vyazma, les tissus de prix, les brocarts de soie et les tentures palatiales n'eurent plus d'autre utilité que de protéger les membres engourdis des soldats et leurs têtes dont le cerveau se glaçait selon les mots de Bourgogne. On vit alors des dizaines de milliers de capitaines, de sergents, d'hommes du rang et de civils mêlés, car ils étaient plus de 1000 artisans, comédiens, marchands, femmes et enfants à avoir fait le choix de suivre la grande armée pour s'épargner les représailles russes. Des dizaines de milliers de fuyards attifés de couvre-chefs de fantaisie qu'ils avaient bourrés de paille, drapés dans des cotonnades rembourrées de feutrine ou de laine, enroulés dans les dais de satin qu'ils avaient arrachés aux boiseries d'un palais ou emmitouflés dans des tapis de boukhara que retenaient des rubans de soie. Et ils formaient ainsi une colonne grotesque dans laquelle on reconnaissait, entre les shakos, les sabres-taches et les charivaris réglementaires, une cape de dame russe, une peau de zibeline, une pièce de dentelle. Le capitaine François, avec ses 2 balles dans la jambe, marchait, une botte et une savate aux pieds, une béquille à la main, couvert d'une pelisse rose doublée en hermine et le capuchon sur la tête. Cette armée carnavalesque s'enfonçait dans l'horreur. Parfois, nous dit François, le spectacle de ces fantassins en haillons, avec de longs glaçons à chaque poil de barbe, couverts de peau brûlée au rare feu de bivouac, réussissait encore à arracher des rires à un soldat. Peut-être s'agissait-il de conjurer le malheur en se tenant les côtes. Peut-être était-ce la mort qui envoyait ces spasmes.
l'équation de la richesse s'était renversée. Ceux-là qui s'étaient alourdis de cloches d'or, de services Gardner, d'horloges de la manufacture de Petrodvorets, d'ambre baltique et d'ivoire sibérien, convoitaient à présent les fourrures, la farine, et même ces casseroles cabossées qui, sur le marché des épreuves, allaient coter infiniment plus cher que les rivières de perles volées aux comtesses moscovites. On s'allégea alors de sa moisson, et la route, écrit Bourgogne, se couvrit d'objets précieux comme tableaux, candélabres et beaucoup de livres, des éditions de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et de l'histoire naturelle par Buffon, reliées en maroquin rouge et doré sur tranche. Alors, ceux qui avaient pris la précaution de s'équiper sérieusement devinrent les maîtres et les exploiteurs des porteurs de trésors inutiles. Et ils monnayèrent une livre de patates ou une poignée de gruau, ajoutant à la détresse générale la honte de l'usure individuelle. Nous allions sur la route tenant le 80 km/h au compteur. Derrière la haie des saules et des roseaux, raidis par le gel, dormaient les étangs. Et au fond des étangs reposait l'or du pillage de Moscou. Au bout d'une cinquantaine de kilomètres, l'Oural montra des signes de faiblesse. Le moteur forçait dans les accumulations de neige, les pistons surchauffaient et la piste empirait. Je contraignais Gouasque et Gras à descendre souvent pour passer à pied un tronçon défoncé. Le carter raclait contre la boue gelée. Quand une roue s'enfonçait dans un trou, pah, le pot d'échappement donnait violemment contre le sol. Il fallait enfoncer les gaz pour passer en force. Nous épuisions la bête. Je coupais le moteur à 80 km de Dorogobou. Les gars, on va casser la machine, il faut faire demi-tour, dis-je. La garde meurt, mais ne fait pas demi-tour, dit Gras, qui commençait à prendre le pli héroïque. Il ne s'agit pas de la garde, mais du sidecar, mon vieux. L'alternative était de revenir à Vyazma et de gagner la route principale, le nouvel axe Moscou-Smolensk, qui courait parallèle à 20 km plus au nord de la route historique. Cela ne nous enchantait guère de retourner sur nos pas, mais nous reprîmes tout de même la piste en sens inverse. L'histoire donna raison à Koutouzov. Tous les accrochages entre les Russes et les Français furent en faveur de ces derniers. La retraite de Russie repose ainsi sur ce paradoxe pressenti par Koutouzov. Unique dans l'histoire des hommes, une armée marcha de victoire en victoire vers son anéantissement total. Smolensk, 100 km, disait un panneau bleu. À Smolensk, nous descendîmes dans l'ancien hôtel des apparatchiks soviétiques, le Dnieper, resté dans son jus. Gardienne d'étage peroxydée, décoration brejnevienne, lustre des années 1970, tuyauterie issue de l'industrie thermique. Nous aimions cette atmosphère de guerre froide. J'avais 40 ans et j'étais nostalgique d'un monde que je n'avais pas connu. Je préférais ces ambiances
à celle des hôtels standardisés dont le capitalisme à visage inhumain avait couvert nos centres-villes. Ces établissements conçus par des commerciaux qui jugeaient qu'une connexion Wi-Fi et un climatiseur fixé au-dessus d'une fenêtre verrouillée valait mieux que la conversation d'une babouchka et qu'une fenêtre ouverte sur un fleuve gelé. Je pris un bain pendant 1h30 et en fus presque honteux. Notre voyage avait fini par se muer en un jeu très sérieux. Le devoir de saluer la mémoire des soldats était à ce point chevillé à nos âmes que la moindre dérogation à la règle de la souffrance physique nous paraissait inconcevable. 1 litre de vodka dans le restaurant de l'hôtel vint très vite à bout de ses complexes. « Souvenez-vous, les gars, dis-je, que les grognards firent une prise dans un entrepôt de Viasma qui valut à la ville le nom de ville du Schnaps. Et, dit Gras, souvenez-vous que Napoléon et sa suite découvrirent des caissons abandonnés pleins de chambertin et de clos Vougeot. Et, dit Gouasque, rappelez-vous que l'empereur fit convoyer des chariots d'eau-de-vie prélevés sur les réserves de la garde impériale vers les troupes à l'arrière. Le soir, en lisant Caulaincourt, je tombais sur ces lignes où le général affirme que c'est le froid qui fut la cause du désastre et non la fatigue ou les attaques de l'ennemi. Le 4e jour de Smolensk à Borisov. Le 5e jour de Borisov à Vilnius. Napoléon arriva à Borisov le 25 novembre, alors que tous les éléments étaient réunis pour le capturer. Il allait enfin donner dans la nasse. Minsk était aux mains des Russes, le pont de Borisov détruit. Le Redout empêchait de passer sur la glace, Koutouzov pressait les talons de l'empereur. L'armée de l'amiral Tchigatchev tenait la rive ouest, Wittgenstein avait conquis Witzberg et s'avançait rive gauche par le nord. La grande armée était dans l'étau. Koutouzov était tellement persuadé de l'anéantissement des Français qu'il harangua ainsi ses soldats. La fin de Napoléon est irrévocablement écrite. C'est ici, dans les eaux glacées de la Bérésina, que ce météore sera désamorcé. Le piège allait se refermer. Napoléon usa d'une ultime ruse. 2 jours auparavant, le 23, le général Corbineau avait trouvé par hasard un gué sur la Bérésina, à 16 km au nord de Borisov, près du hameau de Studianka. Le passage affichait à peine 1,50 m de profondeur. Pour la grande armée, c'était inespéré. En apprenant la chose, Napoléon sut qu'il pourrait berner les Russes, leur échapper à nouveau, continuer sa course de météore. Le 25 novembre, Napoléon ordonna au général Eblé de construire des ponts de bois à Studianka. L'empereur resta près du chantier toute la journée du lendemain, encourageant les sapeurs.
et dans l'après-midi du 26, 2 ponts enjambaient les 100 mètres du cours d'eau. Les 400 pontonniers avaient démonté les isbas du petit village russe pour construire leur ouvrage. Ils avaient travaillé sans espoir de survivre, dans 1,50 m d'eau. Le séjour dans l'eau leur était fatal. Ils mouraient de congestion. Entre-temps, Napoléon avait eu le temps de disposer ses leurres. Dès le 25 au soir, il avait organisé 2 faux chantiers de construction, l'un sur les rives du pont près du village d'Okouloda. Tchigatchev, abusé, y envoya le gros de son armée attendre que les Français, qui n'en avaient nulle intention, passent la Bérésina. Le 26 au soir, l'amiral Tchigatchev comprit qu'il avait été feinté. Mais ses troupes, épuisées par la marche forcée vers le sud, n'avaient pas la force de remonter sur le champ plus de 30 km vers Studianka. Et Napoléon, qui n'aimait pas les marins, eut beau jeu de dire « Messieurs, j'ai trompé l'amiral. » Allons voir l'endroit, dit Gouasque. Quelle rive, dit Gras. La rive ouest, dit Gouasque, celle du salut. Après le passage de la Bérésina, Napoléon pouvait s'estimer heureux, il avait échappé à l'anéantissement, sauvé sa propre peau, ses maréchaux et ce qui pouvait l'être de son armée, réduite à 2000 officiers, à moins de 20 000 hommes et à 40 000 suiveurs hors d'état de combattre. Vous voyez comment on passe à la barbe de l'ennemi, répétait-il aux siens. D'un point de vue strictement comptable, les Russes avaient perdu davantage d'hommes que les Français. D'un point de vue tactique, Napoléon avait berné l'ennemi. La feinte était une gifle, un insolent désaveu. Il soulignait les insuffisances du commandement russe. Si Koutouzov et Tchikagov avaient lanterné à lancer leurs assauts, c'est qu'ils craignaient encore le roi prolétaire. Aucun d'eux ne voulait s'opposer frontalement à lui. D'un point de vue humain, les soldats de l'Empire avaient produit des efforts surnaturels. La grande armée exsangue s'était payé le luxe d'une victoire. La mémoire collective française, pourtant, ne retient que l'horreur du carnage. Le nom de ce cours d'eau, insignifiant pour la géographie, passa dans l'histoire et dans le langage courant pour signifier ce que l'on sait. Si l'on se conformait à la pure réalité des faits, c'est la Bérésina, aurait dû signifier « on l'a échappé belle, les gars. On l'a senti passer, on a laissé des plumes, mais la vie continue et merde à la reine d'Angleterre. » Direction Paris, les Invalides. Des extraits donc de Bérésina. Voilà, de Sylvain Tesson. Merci à vous.